La famille est censée être éternelle, n'est-ce pas? La famille, ce sont ceux qui vous tiennent la main quand le monde s'écroule, ceux qui ne partent jamais. J'avais l'habitude de croire à cela, moi aussi. Je m'appelle Anna. Il n'y a pas si longtemps, j'ai perdu mon mari, David, à cause d'un cancer du foie. Maintenant, il n'y a plus que moi, et ma fille de 10 ans, Emma. Mon cœur était brisé, et c'est à ce moment-là que ma famille est intervenue, mes parents, mon jeune frère, Marc, et sa femme, Caroline. Ils avaient ce qu'ils appelaient le remède parfait, un week-end en famille dans le parc national olympique. De l'air frais, des tentes, et surtout, aucun réseau téléphonique. C'était censé être une guérison paisible. Cela ressemblait à de l'amour, à du réconfort. Jusqu'à ce qu'un matin, je me réveille dans le silence. Les voitures étaient parties, les tentes avaient disparu, la nourriture, le matériel, les gens. Tout le monde était parti. Aucun signal, aucune aide. Il ne restait qu'une seule chose, posée sur la table de pique-nique usée par le temps, une note pliée de la part de Marc. C'est pour le mieux. Fais-moi confiance. Une blague? Une erreur? Ou quelque chose de bien plus sombre? Si vous êtes déjà stupéfait, vous demandant comment une famille peut faire cela au sien, restez avec moi. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé pendant ces 10 jours dans les bois, et ce que j'ai appris sur les gens en qui j'avais autrefois une confiance absolue. Quand quelqu'un meurt, soudainement, tout le monde autour de vous devient un expert du deuil. Tu as besoin de changer d'air. Tu devrais te concentrer sur ta fille. Anna, tu ne peux pas continuer à t'enfermer. Je l'entendais si souvent, que leur voix commençait à fusionner avec mes propres pensées. Peut-être qu'ils avaient raison. Cela faisait presque 2 mois que David était parti. Nous avions bâti ensemble Art & Brew, à partir de rien. C'était un petit café chaleureux à Frémont, avec des murs en briques et des dessins sur le café au lait, que David réalisait lui-même. Aujourd'hui, il y avait 27 établissements, et j'en étais la seule propriétaire. Une grande réussite, certes, mais le succès est vide quand on n'a personne avec qui le partager. Emma était toujours là. Ma fille, ma petite adulte déguisée, 10 ans avec la maturité d'une femme de 30 ans. Maman, tu n'as pas encore mangé? M'a-t-elle dit doucement un jour, après que j'ai laissé une énième assiette pleine, pour m'éclipser sur le balcon. Je n'ai pas faim. Alors, bois au moins un peu de thé. Papa disait que le thé ne règle pas les problèmes, mais qu'il garde les mains au chaud. C'était ça, Emma. Une voix douce, des yeux comme ceux de son père. Elle ne pleurait pas, ne se plaignait pas. Elle tenait le coup, parce qu'elle me voyait m'effondrer. Juste le week-end, de nuit, a dit ma mère, Linda, en me serrant la main comme pour m'ancrer au sol. Marc organise tout, les tentes, le lac, les s'mores, pas de téléphone, pas de travail. Tu plaisantes, j'espère? Ai-je répondu. Je tiens à peine debout, et ton idée est de me mettre dans un sac de couchage au milieu des bois. Pas des sacs de couchage, mais la nature, le calme, du temps ensemble, a ajouté mon père, Robert, debout près de la fenêtre, hochant la tête comme s'il présentait une fusion d'entreprises. Naturellement, Marc était là, lui aussi, avec ce perpétuel demi-sourire narquois sur le visage, accompagné de Caroline, qui sentait toujours la crème solaire à la noix de coco, et me regardait comme si j'étais une stagiaire non rémunérée à sa réunion de famille. Emma va adorer, a dit Marc. Et tu as besoin de sortir de cette boîte à chaussures en béton. Je ne suis pas sûr que rester dans les bois avec des gens qui pensent que le deuil est une activité de week-end soit ce dont j'ai besoin. Alors reste dans la tente, a-t-il dit en haussant les épaules. C'est toujours mieux que 3 jours en pyjama sur ton canapé. Ils n'ont pas utilisé la logique, ils ont utilisé Emma. Quand je lui ai parlé du voyage, son visage s'est éclairé comme une lampe de poche dans le noir. Vraiment? On va dans ce parc dont papa parlait, avec le lac et les ours? Espérons qu'il n'y ait pas d'ours. Et des s'mores? Absolument, des s'mores. En la voyant sautiller sur place, j'ai senti les parties les plus tendues de mon être se relâcher un tout petit peu. Si elle pouvait sourire, alors je pouvais essayer. Le samedi matin, ils sont venus nous chercher. 2 voitures, Marc et Caroline dans leur Subaru, et mes parents dans leur vieux Ford Escape. Emma et moi sommes montés avec maman et papa, les sacs de couchage dans le coffre, les glacières pleines, et les chaises de camping coincées entre les sacs de course.
Je fixais la brume qui s'enroulait sur le Puget Sound par la fenêtre, essayant de me convaincre que je n'avais pas fait une terrible erreur. Entrer dans le parc olympique, c'était comme franchir une frontière. Le bruit de la ville s'est estompé pour laisser place à un silence verdoyant. Mon téléphone a clignoté, aucun réseau. C'était censé être libérateur, mais au lieu de cela, j'ai ressenti comme un avertissement. Nous nous sommes installés au campement, près du lac Crescent. Il y avait des tables de pique-nique, des bûches pour s'asseoir, et des plaques de mousse humide qu'Emma tapotait avec sa chaussure. « Maman, regarde. Un écureuil. Et il a une noisette. » Marc et Caroline ont déballé les affaires comme des pros. Marc avait déjà une hachette à la main avant même que le moteur ne refroidisse. Caroline essuyait ses lunettes de soleil avec un chiffon de Marc. C'est ça, les amis. Pas de mais, pas d'infos, juste le grand air, juste la famille. J'ai eu un petit rire nerveux. Juste la famille. Comme si c'était une garantie de quoi que ce soit. Ils ont monté les tentes, Emma a aidé. Je me suis assise sur une bûche, sirotant du thé dans un thermos, regardant ma fille bondir entre les pierres comme un lutin des bois. Pendant une seconde, juste une, j'ai pensé que peut-être, cela pourrait vraiment aider. Peut-être qu'être ici, déconnecté de tout, entouré d'arbres et de gens qui prétendent m'aimer, réparerait quelque chose en moi. Je me trompais. Quand quelqu'un meurt, la vie se sépare en un avant et un après. Mais de temps en temps, il y a une pause, comme si l'univers freinait et disait, sois juste là. Cette nuit-là, au bord du feu, j'ai ressenti cela. J'étais enveloppé dans une couverture, tenant une tasse de thé à la main, regardant Emma et mon neveu Jake se chamailler pour savoir qui ferait griller son chamallow à la perfection, sans le transformer en charbon. Emma tirait la langue, concentrée au maximum. Le visage de Jake était déjà barbouillé de chocolat, et j'ai ri. Pas un rire poli, pas pour faire bonne figure devant ma fille, mais un vrai rire, venant des profondeurs, d'une partie de moi que je croyais consumée par le chagrin. Caroline versait du cidre chaud, Marc et mon père se livraient une mini-guerre sur la méthode de stockage du bois. Ma mère essuyait ses mains sur un tablier de camping, dont personne ne comprenait l'utilité. Et dans tout cela, dans ce chaos crépitant et parfumé au chamallow, il y avait quelque chose qui semblait presque vivant. J'ai regardé leur visage briller à la lumière du feu, se reflétant dans le lac derrière nous, et je me suis demandé si j'avais eu tort. Peut-être qu'ils essayaient vraiment de m'aider. Peut-être que leurs suggestions n'étaient pas des tentatives de me transformer, mais de véritables efforts pour m'extraire du brouillard. Peut-être. Cette nuit-là, je n'ai pas pu m'endormir tout de suite. Emma était blottie contre moi, chaude, douce, respirant profondément. Je restais allongé à lui caresser les cheveux, écoutant le sifflement ténu des braises mourantes au-delà de la paroi de la tente. Et puis, quelque chose de fragile s'est noué dans ma gorge. David aurait adoré cela. Il aurait fait circuler du vin, il se serait disputé avec Marc pour savoir qui préparait les meilleures pommes de terre en papillote. Il aurait soulevé Emma très haut dans les airs, et m'aurait serré la main quand les étoiles perçaient à travers les nuages. Je n'ai pas pleuré. Je suis resté là, à chérir ce sentiment comme une petite braise. C'était peut-être mon point de bascule. J'allais survivre, pour Emma, pour lui, pour moi-même. Je me suis endormi avec un léger sourire. Maman, réveille-toi. On voit tout depuis le sommet. Emma était déjà prête, ses baskets aux pieds, une lampe de poche à la main, les yeux brillants comme un matin de Noël. L'aube pointait à peine. Nous avons marché à travers les arbres et gravi une petite crête. De là, la vue s'ouvrait sur le lac Crescent, lisse comme un miroir, encadré par des conifères dorés et une brume légère, semblable à du lait moussé sur un expresso. C'est beau? Ai-je demandé. Emma a hoché la tête, puis a dit doucement, c'est dommage que papa ne voit pas ça. Je pense qu'il le voit. Vraiment? Oui. Il ne manquerait ça pour rien au monde. Nous nous sommes serrés fort. Pour un instant, j'ai senti quelque chose de solide en moi, non plus de la cendre, mais un charbon prêt à brûler. Nous sommes rentrés au camp vers 8 heures du matin. C'est là que j'ai su que quelque chose n'allait pas. Pas immédiatement. D'abord, ce fut le silence. Pas de voix, pas de réchaud qui siffle, pas de froissement de sac de couchage, ni mon père qui grommelle contre la fraîcheur matinale. Juste le silence. J'ai regardé autour de moi. Les tentes étaient parties.
Les deux. L'endroit où elle se trouvait était vide. Plus de réchauds, plus de glacières, plus de matériel. Plus de Subaru, plus de Ford Escape. Il ne restait que notre tente, et une table pliante avec un seul mug posé dessus, comme si quelqu'un venait juste de s'éloigner. Maman? La voix d'Emma était minuscule. Où est tout le monde? Mon cerveau bourdonnait, mes oreilles sifflaient, et mes membres devenaient lourds. Peut-être qu'ils sont allés quelque part. Chercher des provisions, ai-je dit, plus pour moi-même que pour elle. Mais les mots sonnaient creux. Ils ne nous auraient pas laissés, pas comme ça, pas sans nourriture, pas sans un mot. Peut-être une note, a chuchoté Emma. Elle a pointé la table du doigt. Sous une pierre, se trouvait un morceau de papier plié. Simple, sans enveloppe, juste une page arrachée d'un bloc-notes. Je l'ai ouverte. C'était l'écriture de Marc. C'est pour le mieux. Fais-moi confiance. Je n'ai pas compris tout de suite. Les mots étaient simples, presque doux, mais derrière eux se cachait un gouffre. J'ai plié la note lentement. Emma avait les yeux écarquillés. Maman, J'ai étouffé un sanglot, j'ai dégluti. Ils sont partis. Mais pourquoi? Et là, j'ai compris. Ce n'était pas une erreur, ni un accident. C'était une trahison. Froide, délibérée, calculée. Ça va aller, ma chérie, elle chuchotait en la prenant dans mes bras. Je la tenais serrée, comme si ma prise pouvait la protéger du monde entier. En moi, quelque chose a basculé. Quelque chose de froid, de tranchant, d'inconnu. Il nous avait laissés dans les bois, sans téléphone, sans nourriture, avec un enfant. J'ai regardé l'emplacement des voitures, l'herbe aplatie, les traces de pneus. Comme s'ils n'avaient jamais été là. Et c'est ainsi que nos 10 jours dans la forêt ont commencé. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés là, Emma et moi, dans le silence, à fixer ce campement vide où, quelques heures plus tôt, résonnaient des rires. Maintenant, plus rien. Les voitures, les tentes, la nourriture, et même la trousse de premiers soins, tout avait disparu. Il ne restait que notre petite tente, une table de camping isolée, et cette maudite note, c'est pour le mieux. Fais-moi confiance. Emma s'est agrippée à ma manche. Elle ne pleurait pas, mais son visage était livide, ses yeux grands ouverts et ses lèvres tremblantes. Maman, est-ce qu'ils ne vont vraiment pas revenir? J'ai hoché la tête lentement, sentant que si je bougeais trop vite, j'allais m'effondrer totalement. Nous avons fait l'inventaire. Mon sac à dos contenait 2 bouteilles d'eau, 3 barres protéinées, quelques serviettes en papier, un briquet, et une vieille boussole. C'était tout. Juste assez pour retarder la mort, mais pas assez pour l'empêcher. On va s'en sortir, ai-je dit. Cela sonnait stupide, même à mes oreilles, mais c'était la seule vérité qu'il me restait. Jour 1, j'ai pris une décision. Suivre le ruisseau. Il pourrait mener à un lac, un sentier, une route. Quelqu'un, quelque chose. Nous avons plié la tente, Emma a mis son petit sac à dos, et j'ai porté le reste. Nous avons marché environ 5 kilomètres. Nous avons campé près de l'eau. J'ai fait un minuscule feu. J'ai donné à Emma une demi-barre protéinée et un peu d'eau. Maman, tu ne manges pas? J'ai déjà mangé, ai-je menti? Elle n'a pas discuté, elle a juste acquiescé. Ce mensonge était mon offrande, mon bouclier. Jour 2, Emma s'est lavé le visage dans le ruisseau. J'ai ramassé des branches sèches. Plus de nourriture, juste le mouvement, juste avancer. Mes muscles hurlaient, mais s'arrêter n'était pas une option. Jour 3, la faim n'était plus une sensation, elle était devenue une présence, un grognement constant dans nos os. Emma ralentissait, des cernes sombres creusaient son visage. Nous nous sommes arrêtés tôt. Je suis parti à la recherche de nourriture. Dieu merci, je me suis souvenu des vieilles leçons de grand-mère, sur la cueillette dans l'État de Washington. J'ai trouvé des érelles, puis des bailles de salal, puis des ronces. Emma, regarde. Ai-je dit en lui tendant une poignée. Elle a souri, pour la première fois en 2 jours. Nous avons mangé ces baies une à une, comme des reines. Jour 4, plus de chance. Quelques noisettes, un carré d'oignons sauvages. Emma mangeait lentement, en me regardant. Je vérifiais 3 fois chaque plante.
Le poison était un luxe que nous ne pouvions pas nous permettre. Nous continuions de marcher, nous ne parlions plus beaucoup. Jour 5, nous avons trouvé une cabane. Une ancienne station de garde forestier, à moitié effondrée, couverte de toiles d'araignée et pourrie, mais elle avait un toit. À l'intérieur, une boîte de sel rouillé. Du vrai sel. Cette nuit-là, Emma frissonnait. J'ai touché son front, il était brûlant. Maman, j'ai froid. Je n'ai pas dormi. Je lui ai donné de l'eau, j'ai posé des linges humides sur son front, j'ai cherché dehors de l'écorce de saule blanc pour infuser un thé à l'aspirine de fortune, en priant pour ne pas l'empoisonner. Jour 6, la fièvre persistait. J'ai fait du thé avec des feuilles de pissenlit. Amer, peut-être inutile, mais cela me donnait quelque chose à faire. J'ai prié. Je ne prie jamais, mais je l'ai fait. Jour 7, la fièvre est enfin tombée. Emma dormait. J'ai cueilli d'autres bailles, que j'ai ramenées dans le PAN de ma chemise. Elle a mangé, puis s'est rendormie. J'ai pleuré silencieusement. Jour 8, une tempête a éclaté. La pluie était un mur solide, le tonnerre claquait comme des coups de feu. Le vent hurlait, je pensais que le toit allait s'envoler. Nous nous sommes blottis sous 2 sacs de couchage. J'ai raconté à Emma toutes les histoires dont je me souvenais, des contes de fées, des souvenirs idiots, des jingles publicitaires. N'importe quoi pour l'isoler du bruit. Quelque part dans le tonnerre, j'ai cru entendre la voix de David, « Tu peux le faire, Anna. Tu sais quoi faire. » Jour 9, j'ai vu de la fumée. Une fine ligne au-dessus des arbres. Quelqu'un était peut-être là, mais Emma pouvait à peine marcher. « Tu me fais confiance ?» ai-je demandé. Toujours. Je l'ai attaché dans mon sac à dos de randonnée, serré, sécurisé, et j'ai marché. Les branches me griffaient le visage, mes genoux fléchissaient, mais je marchais. Je me répétais intérieurement, on va y arriver. On va survivre. Ils vont payer. Jour 10, nous avons atteint une autre cabane de forestier, tenant à peine debout, mais réelle. À l'intérieur, du vieux matériel, une radio cassée, et des journaux. Et puis, je l'ai entendu, l'hélicoptère. Je me suis précipité dehors. Je me suis souvenu d'une technique de survie, un signal de fumée ou tracer un H. H pour help. Je l'ai construit rapidement avec des branches, je l'ai recouvert de morceaux de journaux, et j'y ai mis le feu. La fumée s'est élevée. J'ai agité ma veste en hurlant. L'hélicoptère est passé, puis a fait demi-tour. Il a fait du surplace. Quelqu'un nous a fait signe. Maman. Il nous voit. Des larmes chaudes ont coulé sur mon visage. Nous avions réussi. Mais le cauchemar n'était pas fini. Il ne faisait que commencer. L'hôpital de Port Angeles ressemblait à un rêve auquel je n'avais pas consenti, des draps propres, une odeur d'antiseptique, le clic doux d'une perfusion. Tout était trop calme après les nuits de vent hurlant et la respiration fiévreuse d'Emma. J'étais assise près de son lit, la regardant dormir sous une couverture trop blanche, trop stérile. Elle était en sécurité, nous l'étions toutes les deux. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser que la véritable tempête n'avait même pas encore commencé. Le 3e jour, un homme en costume est entré, blazer noir, chaussures cirées, insigne clipsé au revers. « Madame Harper ?» Je me suis levé trop vite. « Oui. » Il a tendu la main. « Agent spécial James Denver, FBI. Nous enquêtons sur votre disparition et sur une potentielle fraude à l'assurance. » Fraude à l'assurance ? Il s'est assis, a ouvert une tablette, et a tourné l'écran vers moi. Elle était là. La note. C'est pour le mieux. Fais-moi confiance. Une photo de la note que mon frère avait laissée derrière lui. Cette image a été soumise par Mark Harrison, votre frère, dans le cadre d'une requête auprès du tribunal du comté de King. Il prétend que c'est vous qui l'avez écrite, et que vous vous êtes enfoncé dans la forêt volontairement à cause d'une dépression. Il a déposé une demande de déclaration de décès présumé, pour vous et votre fille. Mes poumons se sont bloqués. Il a quoi? Ai-je croassé? Il a également entamé une procédure pour toucher votre assurance vie, une prime de 1,5 million de dollars, et a tenté de restructurer la propriété de votre entreprise, Red Pink Coffee, en utilisant un testament falsifié. Je me suis redressé, ma voix s'est durcie.
Mon testament a été signé il y a 3 ans. Tout revient à Emma. Je n'en ai jamais signé de nouveau. Danvers a hoché la tête. Nous avons déjà signalé le document. La signature ne correspond pas. Le notaire impliqué fait l'objet d'une enquête pour des fautes antérieures, il coopère désormais. J'ai secoué la tête, hébété. Ils avaient tout prévu. Ils avaient choisi un endroit sans réseau, laissé juste assez de provisions pour faire semblant, et déposé les documents légaux pendant que nous étions portés disparus. Danvers m'étudiait en silence. Ils ont soumis les notes de mon thérapeute, de vieux posts sur les réseaux sociaux, des SMS. Tout pour me faire passer pour instable. Oui, a-t-il confirmé. Le tribunal a rendu un jugement temporaire de décès présumé, donnant à votre famille le contrôle de vos biens pendant 30 jours. Vous êtes revenu au 10e jour. Mes mains étaient glacées. Ils avaient tout calculé. Danvers s'est penché en avant. Nous avons besoin de vos dépositions. Accès à vos messages, vos documents, tout ce que vous pouvez partager. Plus nous en rassemblons maintenant, plus vite nous pourrons agir. J'ai hoché la tête. Prenez tout. Le même après-midi, j'ai rencontré un avocat. Il a confirmé mes craintes, ils avaient déjà commencé à toucher au compte bancaire, tenté de modifier l'accord de la société, et même déposé une demande de transfert du titre de ma maison. Ils ont été rapides, a-t-il dit, mais pas autant que vous pour sortir de là. Ce n'est pas assez, ai-je dit. Je veux porter plainte. Fraude, complot, tentative de meurtre. Vous le ferez, a-t-il répondu. Nous nous coordonnons avec les détectives du comté de King. Ils travaillent conjointement avec le bureau. Plus tard dans la nuit, je me suis à nouveau assise près d'Emma. Elle m'a regardé, sa main dans la mienne. Maman? Est-ce qu'ils voulaient vraiment qu'on meure? Je n'ai pas détourné le regard. Je ne sais pas quel était leur plan complet, mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'on revienne. Son visage a changé, plus de peur, juste de la détermination. On est là maintenant, a-t-elle chuchoté. Ils ont échoué. J'ai embrassé son front. Ils ont échoué. Cette nuit-là, j'ai rédigé ma déposition officielle. J'ai joint tout ce que j'avais, les SMS, les messages vocaux étranges de Marc, la photo de la note, et même les messages bizarres de Caroline. Demain, l'enquête allait commencer. Et cette fois, ce ne serait pas moi qui serais laissé derrière. Quand j'ai enfin revu Marc, Caroline et mes parents, ce n'était pas dans un salon ou dans le couloir stérile d'un hôpital. C'était dans le bureau du procureur du comté de King, à l'intérieur d'une salle de conférence froide et grise, avec des stores vénitiens et des bouteilles d'eau, alignés comme des accessoires de théâtre. Ils étaient assis de l'autre côté de la table, ces gens qui avaient essayé de nous effacer, ma fille et moi, de l'existence. Marc baissait les yeux. Caroline était parfaitement sereine, pas un cheveu de travers. Ma mère et mon père avaient l'air fatigués, affichant des expressions d'inquiétude forcée, comme s'ils auditionnaient pour obtenir de la sympathie. « Je croyais que tu étais », a commencé ma mère. « Non », ai-je coupé. « Vous espériez que nous ne reviendrions pas. » Notre avocat, David Kim, a posé un dossier épais sur la table et l'a ouvert comme un croupier étalant ses as. Le tribunal du comté de King a reçu une requête de Mark Harper, déclarant Anna Harper et sa fille Emma comme présumées mortes, a-t-il dit. Requête accompagnée d'une note manuscrite, soumise comme preuve que Anna s'était volontairement enfoncée dans la forêt. Des demandes d'indemnisation d'assurance ont également été déposées, ainsi qu'un testament falsifié transférant les actifs et la propriété de l'entreprise. La voix de Marc est sortie, étranglée. Nous avons suivi la procédure. La note ressemblait à un adieu. Nous avons pensé qu'elle avait abandonné, avec sa fille de 10 ans. Je me suis tourné vers lui. Et aucun d'entre vous n'a trouvé cela étrange. Caroline est intervenue, d'un ton sec et clinique. Tu étais dans une période sombre, Anna. Après la mort de David, tu postais des choses inquiétantes. Tu disais que tu te noyais, que tu ne voyais pas d'avenir. J'ai eu un rire sec et dur. Alors, vous avez répondu à mon deuil par une fraude à l'assurance. Mon père a tenté, nous ne voulions pas vous faire de mal. Nous avions peur. Tu n'étais plus toi-même. David qui m'a fait glisser une page sur la table. La signature sur le Nouveau Testament ne correspond pas. Nous l'avons soumise à une analyse. Le notaire impliqué fait l'objet d'un examen fédéral.
Le FBI a déjà ouvert un dossier. Marc est resté silencieux. Caroline serrait sa bouteille d'eau si fort que ses phalanges étaient blanches. Plus tard ce jour-là, j'ai reçu un email de la banque d'entreprise de Red Pin Coffee. Toute l'activité des comptes avait été gelée. Le conseil juridique avait déposé une demande de protection temporaire des actifs et de la structure de l'entreprise. Tous les changements initiés par ma soi-disant famille étaient désormais nuls. 10 jours. C'est tout ce qu'il leur a fallu pour demander que nous soyons déclarées mortes, entamer une réclamation d'assurance vie de 1,5 million de dollars, présenter un faux testament, et tenter de saisir les parts de l'entreprise et les comptes bancaires. Ils ne nous ont pas cherchés, pas même une seule tentative de façade. Ils savaient exactement où nous étions, puisqu'ils nous y avaient laissés. Ce soir-là, Emma et moi étions à la maison, sortis de l'hôpital 2 jours plus tôt. Elle était pelotonnée sur le canapé dans une couverture en polaire, tenant un chocolat chaud. « Maman » a-t-elle demandé, « ils pensaient vraiment qu'on était partis pour toujours ?» J'ai hoché la tête. Ils ne l'ont pas seulement pensé. Ils l'ont voulu. Mais on est revenu. J'ai souri. Oui, mon cœur. On est revenu. Le lendemain matin, j'ai fait une déposition complète au bureau du procureur. De la planification du voyage jusqu'au matin où je me suis réveillé dans un campement vide. J'ai remis la note originale, des photos, des contrats commerciaux, et même mon testament officiel datant d'il y a 3 ans, qui nommait Emma comme mon unique héritière. L'enquêteur avait déjà établi une chronologie. Le notaire, sous surveillance, avait commencé à coopérer. Un expert en graphologie a confirmé les divergences. Leur plan parfait s'effilochait. Le soir même, les informations diffusaient notre histoire, une mère et sa fille survivent 10 jours dans le parc national olympique après avoir été abandonnés. Désormais, les procureurs se demandent si la famille n'a pas agi trop vite pour les déclarer mortes et réclamer les bénéfices financiers. J'ai regardé le reportage, abasourdi, non seulement par la chance que nous avions eue de ne pas disparaître, mais aussi par la rapidité avec laquelle ils avaient commencé à dépecer ce que nous avions laissé derrière nous, comme si nous étions déjà des fantômes. Les agents m'ont informé que l'affaire avait été confiée aux procureurs fédéraux. Mark Harper, Caroline Harper, Linda et Robert Harper étaient tous répertoriés comme personnes d'intérêt. Le notaire, témoignant désormais sous serment, pourrait bénéficier d'un accord de plaidoyer en échange d'une coopération totale. Ce n'était pas fini. Ce ne faisait que commencer. Le procès était la prochaine étape, et cette fois, je serais dans la salle. 3 semaines après notre retour à Seattle, l'audience préliminaire a eu lieu au tribunal du comté de King. Ce n'était pas encore le procès complet, pas de jury, pas de verdict final, mais c'était le moment où le tribunal décidait s'il y avait assez de preuves pour engager des poursuites pénales contre Mark, Caroline, et mes parents. Nous sommes arrivés tôt ce matin-là. Emma était assise à côté de moi, dans le couloir, à l'extérieur de la salle d'audience, avec ses cheveux en tresses serrés, et son livre préféré, tout usé, posé sur ses genoux. Je ne pouvais m'empêcher de fixer la porte par laquelle nous allions bientôt être appelés. Nous sommes entrés les premières. Mon avocat, David Kim, marchait à mes côtés, calme et précis. La procureure, une femme au regard vif d'une 40aine d'années, portant un costume bleu marine comme une armure, a présenté les preuves, la note originale laissée par Mark dans la forêt, le faux testament le nommant bénéficiaire. La confirmation de la compagnie d'assurance qu'une réclamation de 1,5 million de dollars avait été déposée, l'analyse graphologique montrant que ma signature était fausse, et les relevés bancaires prouvant les tentatives de prise de contrôle de Red Pin Coffee. Puis est venu le tour du notaire. Il s'appelait Martin Shaw, un homme d'âge moyen, pâle, les mains tremblantes et le visage décomposé. Il a avoué avoir notarié le testament sans ma présence, sur la base de documents fournis par un tiers. Sous pression, et en échange d'une part promise dans l'entreprise, il avait accepté. L'accusation avait déjà obtenu un accord de coopération avec lui. Mark, Caroline et mes parents étaient assis à quelques mètres seulement. Mark ne croisait pas mon regard. Caroline était tendue mais restait digne, ses lèvres formant une ligne sévère. Mon père fixait le sol. Ma mère tamponnait ses yeux avec un mouchoir, mais je ne croyais pas à une seule de ses larmes. Le juge, un homme noir d'un certain âge, distingué, avec des yeux clairs et fixes, a écouté attentivement. Une fois que les deux parties eurent fini, il a parlé simplement, il y a des preuves suffisantes pour poursuivre. L'affaire sera portée en justice. Après l'audience,
La procureure s'est approchée de moi discrètement. « Merci d'avoir survécu », a-t-elle dit. « Grâce à vous, nous pouvons arrêter des gens qui croient qu'une vie n'est qu'une somme d'argent. » Le lendemain, les médias se sont emparés de l'affaire, ils l'ont laissé mourir. Une mère et sa fille révèlent un complot familial glaçant dans les bois. Les Harper, une famille divisée par l'avidité. Les journalistes appelaient, les invitations au plateau de télévision pleuvaient. J'ai dit non à tout le monde. Je n'étais pas prête à laisser des étrangers entrer dans notre histoire. Au lieu de cela, Emma et moi nous sommes concentrés sur la vie. La vraie vie. Nous avons déménagé. Une petite maison, rien d'extravagant, mais elle avait un jardin. J'ai planté un rosier au centre, exactement comme celui dont David s'occupait dans notre ancienne cour. Un soir, sur le porche, Emma s'est blottie contre moi, regardant le soleil décliner derrière la clôture. « Maman, tu penses qu'ils vont aller en prison ?» J'ai marqué une pause. « Probablement. Pas aujourd'hui, mais ça viendra. La vérité est de notre côté maintenant. » Elle a hoché la tête lentement, puis a chuchoté, « Je ne te quitterai jamais. » J'ai serré ma fille dans mes bras, son cœur battait fort contre le mien. Nous savions ce qui nous attendait, des dépositions, des dates d'audience, d'autres souvenirs douloureux ramenés à la lumière. Mais nous n'étions plus seuls. Je n'étais plus la femme qu'il pouvait manipuler ou abandonner. Et Emma n'était plus seulement cette petite fille perdue dans la forêt. Nous avions survécu. Nous nous étions relevés. Nous avions bâti quelque chose de nouveau. Parfois, la famille n'est pas celle qui partage votre sang, c'est celle qui vous choisit, et que vous choisissez en retour. Je l'ai choisie. Elle m'a choisi. Et dans ce choix, nous avons trouvé notre force. J'ai regardé le ciel s'assombrir et j'ai murmuré, « Nous sommes à la maison. Nous sommes en sécurité. Nous sommes ensemble. » 8 mois après l'audience préliminaire, le procès a enfin commencé. Il s'est étalé sur plusieurs semaines. Des témoins ont déposé, des experts ont analysé les signatures, et des emails ainsi que des SMS ont été lus à haute voix. Le nom d'Emma est revenu plus d'une fois, mais elle n'a jamais eu à témoigner au tribunal, je m'en suis assuré. Après 4 jours de délibération, le jury a rendu son verdict. Mark Harper a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, complot en vue de commettre une fraude, tentative d'héritage illégal, et mise en danger d'un mineur. Il a été condamné à 15 ans de prison, avec une possibilité de libération conditionnelle après 10 ans. Caroline Harper a été reconnue coupable de falsification de documents et de complicité de fraude à l'assurance. Elle a écopé de 12 ans, éligible à la conditionnelle après 8 ans. Linda et Robert Harper ont tous deux été condamnés en tant que complices, accusés d'avoir fabriqué des déclarations de décès et tenté d'obtenir des fonds d'assurance sous de faux prétextes. Ils ont chacun reçu 10 ans de prison, avec une éligibilité à la conditionnelle après 6 ans. L'affaire a fait la une des journaux nationaux, mais je m'en fichais. L'histoire n'était plus la leur. C'était la nôtre. Emma et moi avons pris un nouveau départ. Nous préparions le petit déjeuner le week-end, nous allions cueillir des myrtilles dans une ferme voisine, nous regardions des films avec beaucoup trop de pop-corn. Elle s'est mise à la peinture. J'ai recommencé à sourire. Les cicatrices ne se sont pas effacées, mais elles ont cessé de faire mal. Nous nous souvenions, mais nous ne vivions plus dans le passé. Le pardon n'est pas obligatoire, mais la liberté l'est, et nous l'avons trouvé. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la toute fin de cette histoire. Si le voyage de Hannah et Emma vous a touché, si vous croyez que même dans les endroits les plus sombres, il y a toujours une issue, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et partagez cette histoire avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Votre soutien est l'étincelle qui maintient la lumière allumée. Et maintenant, je vous écoute, avez-vous déjà vécu une trahison qui a bouleversé votre monde ? Dites-le moi dans les commentaires.